Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, notre invité politique, bonjour, c'est François Calfon. Vous êtes membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique à Public Sénat. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci. Et Denis Caro qui dirige les rédactions de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Cyril. Matin. Bonjour Denis, merci d'être avec nous en provenance de Nice ce matin. François Calfon, Gérard Filoche est dans l'actualité fortement. Il a publié ce week-end sur son compte Twitter un tweet antisémite, on peut le dire, représentant le président de la République Emmanuel Macron. Comment avez-vous réagi en le découvrant, vous, personnellement ? J'ai découvert ça samedi matin, puisque je ne dors pas sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que j'étais extrêmement choqué. D'abord par cette image qui réunit finalement tous les relents qu'on peut condamner et qui nous renvoie aux années 30 notamment, mais aussi avant. C'est-à-dire finalement grimer le président de la République avec un brassard qui rappelle celui du Führer. C'est exactement ça. Et puis les personnages censés... finalement incarner la haute finance et qui, comme par hasard, tous les trois sont juifs. Et puis vous avez ces deux drapeaux américains et israéliens. Donc je trouve ça détestable et épouvantable comme logique. C'est un habitué des provocations, Gérard Filoche. Oui, mais enfin, je ne vais pas commenter Gérard Filoche là. Je commente finalement l'acte qu'il a produit. Alors il dit je ne l'ai pas produit en conscience. Mais quand on est un responsable politique, on est un responsable, ou alors on est irresponsable et on n'a pas vocation à avoir des responsabilités politiques. Donc en conséquence de quoi son cas sera examiné politiquement lors de notre bureau national demain soir. Ensuite, toutes les voies de recours lui seront ouvertes. Pour vous, il n'a plus sa place au PS ? Pour moi, en tout cas, cette image est extrêmement choquante. Cet acte doit être lourdement sanctionné. Bon, après, peut-être a-t-il des explications à vous fournir. Je ne suis pas en train de relativiser, mais pour le coup, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, puisque son cas sera observé au Bureau national et non pas par les réseaux sociaux. Mais Puisqu'il a péché par les réseaux sociaux, on ne va pas non plus avoir une explication de j'ai pas fait exprès, on m'a piraté mon compte par les réseaux sociaux. Avant d'arriver à ces explications avec Denis, vous pensez qu'elle va aboutir, cette procédure d'exclusion ? Est-ce qu'il a des soutiens au sein du parti ? Ça, je ne sais pas. Je n'en suis pas commentateur. Il y a des gens qui sont pour une sorte d'exclusion comme ça, par principe. Moi, je suis pour que le droit, et nous avons un droit interne, reprenne ses droits, que la sanction politique intervienne au Bureau national de demain, et ensuite les voies de recours nécessaires, puisqu'on a une commission des conflits, il pourra plaider ce qu'il a à plaider. Le droit pour la défense, si j'ose dire, même dans notre droit interne, il existe, il doit être consacré, et de la même façon, j'ai entendu qu'il y avait des poursuites judiciaires qui étaient envisagées par ceux qui étaient mis en cause par cette image, et bien de la même façon, le parquet s'en saisira-t-il. Jacques Attali notamment. Jacques Attali, et puis on verra ce qu'il plaidera. Alors nos journalistes l'ont rencontré ce week-end, il était à la fête du livre à Toulon. Gérard Filoche explique que c'est une connerie, qu'il est depuis toujours l'antisémitisme, le racisme. Il explique qu'il est d'ailleurs un des cofondateurs de SOS Racisme. Il dénonce une cabale contre lui. Enfin, franchement, il y a une chose, c'est que moi, je ne connaissais pas Gérard Filoche antisémite. Il n'était pas coutumier d'une forme d'obsession, comme on peut connaître chez certains. Je ne le connaissais pas comme ça. Ça ne veut pas dire que je l'absous de l'acte qui... Ensuite, il ne faut pas inverser la charge de la preuve, parce que c'est une forme d'entêtement. Il n'y a pas de cabale. Personne n'a tweeté cette image odieuse, et même au premier regard, elle était odieuse. À sa place. Donc je crois qu'il faut garder raison de part et d'autre. Et moi, je le redis, parce que je ne veux pas qu'il y ait une forme de lecture, finalement, qui serait complaisante de ma part. L'image qui a été postée par Monsieur Filoche, par Gérard Filoche, est abjecte et n'aurait jamais dû l'être. Voilà, ça c'est très clair. Il y a une forme de courant de pensée antisémite dans une partie de la gauche et du PS. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il ne faut aucun angélisme et aucune passion non plus sur ces sujets-là. Mais je vais vous répondre tout à fait clairement. Il y a, chez certaines personnes, une forme d'obsession à l'endroit d'un État, pour ne pas le nommer Israël, et qui, par construction, assimilerait tous ceux qui auraient la même religion que la religion dominante dans cet État, comme des provocateurs ou des racistes. C'est insupportable. Et je crois qu'au-delà de ce que vous dites là, il y a aussi parfois une forme, finalement, non pas de complaisance, mais de calcul politique de la part de ceux qui veulent s'attirer les bonnes grâces de telle ou telle communauté, avec une forme d'obsession à l'endroit de l'État d'Israël. Cela existe, il ne faut pas le cacher.
C'est François Calfon qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info en direct. François Calfon, vous lancez un appel Territoire, les raisons de la colère, avec à vos côtés près de 150 élus de gauche. Quel est l'objectif? Il est dans Marianne. Hein, je crois. Écoutez, on a eu des élections présidentielles et on a eu comme ça l'irruption à la fois de l'abstention dans nos territoires et nos territoires. Si on prend la carte qui est derrière vous, la carte de France, 90% de notre territoire est concerné par cela. Eh bien, nos territoires, ils décrochent. Et dans ces territoires, notamment dans sa façade est jusqu'au sud-est, vous avez un courant national populiste qui, finalement, émerge à chaque fois. Nous avions, avec Laurent Baumel, avec d'autres, avec Christophe Guilly, lancé un manifeste pour la gauche populaire en 2012. Nous nous opposions aux thèses de la fondation Terra Nova qui disait que, finalement, la politique, ça pouvait être de gauche, ça pouvait être simplement se préoccuper des métropoles et des sujets de société. Je constate que ce constat, maintenant, il est partagé par tous. Maintenant, quelles sont les réponses qui sont apportées? Et au lieu, finalement, d'apaiser ces territoires qui décrochent, cette France à vendre, un peu comme Raymond Depardon, finalement, la portraiturait et la dénonce, eh bien, nous avons un gouvernement qui va accroître ces antagonismes parce que M. Macron incarne précisément l'alliance de quoi? De Bercy, qui a toujours détesté la décentralisation, l'autonomie des collectivités locales, et d'un certain courant de pensée des entreprises mondialisées qui considèrent que dès que vous n'êtes pas dans les canaux de la mondialisation, alors vous devez être rayé d'un trait de crayon. C'est pour nous tout à fait insupportable. Alors il y a ce constat, il y a cette colère que vous entendez transformer en énergie positive. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de 30 ans, 40 ans, on avait créé la DATAR, qui est le commissariat au plan, qui était une forme de dire le succès économique doit profiter à tous. Et j'en prends un symbole qui est l'usine PSA de Rennes. À l'avance, c'était Citroën Rennes. Cette usine, elle a été installée là uniquement par la volonté politique de dirigeants qui étaient des dirigeants éclairés. On pourrait par exemple parler du synchrotron à Grenoble, du pôle de recherche à Grenoble. Si vous laissez faire les libéraux, ça n'est pas dans ces territoires excentrés que se passent les choses. Or, je constate une panne totale, finalement, d'une forme d'aménagement du territoire, et ça passe d'abord par l'économie chez nos dirigeants. Et celle-ci, il faut la réinventer. Je crois, pour vous répondre très précisément, que l'État n'a plus cette énergie positive pour insuffler, finalement, réensemencer de l'économique, du local vertueux, et qu'il appartient peut-être aux territoires eux-mêmes de prendre en charge leur propre destin, un peu comme ça se fait en Allemagne avec les Länder qui ont une puissance économique bien plus forte que nos régions françaises. Vous parliez d'Emmanuel Macron, François Calfon. Est-ce que ces territoires périphériques, ces oubliés de la mondialisation, ce sont aussi les oubliés des 6 premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est pas que c'est les oubliés, c'est qu'il y a une forme finalement d'entêtement, de guerre qui est faite au territoire. Alors, on entend bien que maintenant ils vont mobiliser 15 ministres, mais quand, dans le même temps, vous dites on va plus faire 10 milliards d'économies, mais 13 milliards d'économies sur les dotations, que vous faites une agression frontale contre le monde HLM, au passage mettant en cause la capacité d'une relance par la construction, alors qu'il y a un besoin de construction qui est aussi important, que vous agressez ceux qui sont les bénéficiaires d'emplois aidés. Et je tiens à dire, puisqu'on a un peu de temps, je vous en remercie ce matin, que vous savez combien coûte à la collectivité un chômeur, en moyenne pour la collectivité? Cela coûte 9 000 €. Un emploi aidé, ça coûte 11 000 €. Et les mêmes gens qui nous disent vouloir supprimer les emplois aidés sont les mêmes qui dénoncent l'assistanat des chômeurs. Vous voyez bien que le bénéfice pour les collectivités et un emploi aidé, c'est quoi? C'est le financement du tissu associatif dans nos territoires. Un emploi aidé, c'est quoi? Eh bien, c'est Farida qui, chez moi, tient une épicerie sociale. C'est Jean-Luc qui, dans le territoire d'un de nos signataires, est médiateur sportif. Ce sont les gens qui font tenir la France debout. Mais vous parlez de guerre contre les territoires, le mot est fort. C'est une forme d'agression, bien sûr, c'est une forme d'agression qui est l'alliance, finalement, du CAC 40 et de l'inspection des finances et du Trésor, qui détestent fondamentalement les territoires, qui détestent les 500 000 élus que nous sommes, et qui sont ceux qui permettent que ce pays, dont on dit toujours que le tissu social ne tient plus, puisse finalement tenir debout. Car en province, et notamment dans les territoires ruraux, bien souvent, c'est le maire lui-même qui vient cogner à la porte le lendemain d'un samedi soir où quelqu'un est sorti en boîte de nuit et qu'il est décédé. C'est le maire qui vient annoncer le décès à une famille. Eh bien, on va agresser ces gens-là qui, pour 80% d'entre eux, sont des bénévoles. Je trouve que ce procès est un mauvais procès. Ces maires, ils s'expriment ce matin dans nos colonnes, dans les colonnes de Nice Matin. Ils évoquent un manque de considération.
On baisse les dotations régulièrement. En parallèle, les mairies, on leur demande de plus en plus de choses. Là, elles ont récupéré la gestion des PACS, par exemple. Mais tout ça, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Non, c'est une tendance lourde. Mais simplement, vous avez une forme d'adjuvant, d'accélérateur de la relégation des territoires en la personne d'Emmanuel Macron. Et puisque vous êtes finalement le représentant de la presse quotidienne régionale, notamment à Nice, je vais vous donner un exemple très précis. Parce qu'on dit qu'il y a une dérive de l'emploi public dans les collectivités locales. L'exemple, c'est celui de la sécurité. Vous connaissez bien ça à Nice. La sécurité publique, c'est que de façon régulière dans les territoires, vous n'avez plus finalement d'effectifs de police, notamment de la police nationale la nuit. Si les maires ne recrutent pas des policiers municipaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a une vacance en matière de sécurité. Je vais même vous donner la remarque d'un maire, je ne dirai pas son nom, en Île-de-France, de droite, qui m'a expliqué comment ça se passait en une commune sensible, qui m'a expliqué comment ça se passait dans sa commune. Vous savez comment ça se passe? Le préfet appelle le maire en lui disant, écoute, ce soir, pour toi, je n'ai pas d'effectif. Est-ce que ta police municipale, finalement, peut suppléer à l'absence de la police nationale? Eh bien, dans les statistiques, quand on parle d'emploi public et de la dérive de l'emploi public, on ne dit pas que nous compensons les manques de l'État. François Calfon, cet appel, c'est le début d'un mouvement. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Mais bien sûr qu'il y aura une suite, ça n'est que le début. Il y a le 27 janvier prochain des États généraux de la colère territoriale. Nous allons transformer cette colère en énergie positive, mais il y a déjà beaucoup de colère. Et puis nous comptons dans une commune rurale, Varzy, pour ne pas la nommer, dans la Nièvre, tenir une université de printemps ou d'été, on verra la date très précisément, pour justement commencer à ce que ces États généraux se transforment en propositions concrètes. Est-ce que c'est aussi par les territoires qu'il va falloir refonder le Parti socialiste? Absolument, absolument. Je crois que le salut du Parti socialiste passe d'un côté par finalement un projet, peut-être en parlera-t-on, et de l'autre côté par ses élus locaux, car le Parti socialiste est bien le parti des territoires. Nous sommes ici au Sénat, et vous avez vu que ces élections sénatoriales ont été un véritable succès dans le contexte qui est le nôtre, finalement pour les sénateurs socialistes, s'appuyant sur des élus locaux qui comprennent à quel point nous enregistrons, nous portons leur colère territoriale et leur revendication. C'est vous qui allez porter cette voix. Est-ce que vous serez candidat au poste de premier secrétaire pour la porter? Alors les choses ne se posent pas tout à fait comme ça. Maintenant, je vais vous répondre de façon non dilatoire. J'entends tous les jours que tel ou tel voudrait se porter finalement au premier secrétariat du Parti socialiste. Je ne vois pas de proposition. Et je pousse un cri d'alarme très fort. Il faut tirer les bilans de notre échec. Pourquoi avons-nous échoué, je peux le dire, et finalement tracer des lignes pour le futur. Je vous annonce ici ce matin à Public Sénat que je vais publier un manifeste très prochainement avec beaucoup d'élus, avec beaucoup de militants. Donc vous vous positionnez, comme on dit. Mais absolument, parce que je pense qu'il y a un trop-plein de candidats. Et finalement, un manque, un vide abyssal sur ce qu'il conviendrait de faire pour redresser la gauche et le Parti socialiste. Donc il manque une voix comme la vôtre. Est-ce que vous allez être candidat? Je pense que je ne vais pas participer au concert polyphonique des candidats. Par contre, je vous dis très nettement, je suis candidat à ce que notre parti ait une ligne politique rénovée et rassembleuse. Alors justement, le PS, encore aujourd'hui, n'est-il pas trop divisé pour se retrouver autour d'une ligne politique? Écoutez, il y a encore des éléments de division. Et je le dis ici, au Sénat, quand on a un président de groupe au Sénat qui indique finalement ne pas être dans l'opposition, il est en dehors. Il est en dehors. Nous ne sommes pas dans l'opposition à Emmanuel Macron. Je dis très clairement, il est en dehors du cadre. Et il me semble que le rassemblement de la gauche, des socialistes, se fait sur un acte de foi, y compris par la preuve de la politique qu'il mène. Le Parti socialiste et les socialistes qui entendent le rester sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ça, c'est une réponse très nette. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de clarification chez vous? Les Républicains ont exclu leurs membres qui ont rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous? Écoutez, ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron sont partis de même, ou même certains ont été exclus. C'est pas tous les jours, mais je pense finalement à tel ou tel... C'est-à-dire que pour vous, Jean-Yves Le Drian, Stéphane Travert, ils ne sont plus socialistes? Je crois qu'ils n'ont plus leur carte au Parti socialiste. À ma connaissance, ils n'ont plus leur... Et s'il devait y avoir, je vais être encore plus net, et s'il devait y avoir des gens qui, au sein de notre famille politique, disent et votent finalement les budgets, parce que c'est le budget qui fait l'appartenance ou non, pour moi, ils n'ont pas leur place au Parti socialiste. Ils n'auront pas leur place au Parti socialiste. Vous vous rapprochez des méthodes des Républicains, quand même, elle a raison. Mais vous savez, je veux dire, on a besoin de clarté et de clarification. Mais ils n'ont pas été exclus de manière formelle. Mais je crois qu'ils sont partis. On n'a pas eu ce problème parce que d'une certaine manière, mais vous êtes bien la première à me poser la question, pour moi, ils ne sont plus membres du Parti socialiste. En tout cas, ceux qui voudraient être, je vais être encore plus clair, ceux qui voudraient être membres du gouvernement d'Emmanuel
d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe, en restant membre du Parti socialiste, devrait quitter... Stéphane Travers, sur ce plateau, l'autre jour, nous disait que pour lui, il était encore socialiste. Nous ne sommes pas gendarmes des âmes, mais par contre, de l'appartenance au Parti socialiste, oui. François Calfon, on va parler d'un autre parti, on va parler de La République En Marche. Christophe Castaner a été élu délégué général de La République En Marche samedi à l'unanimité, moins 2 abstentions, un vote à main levée d'ailleurs. Il était l'unique candidat. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode, puisqu'on parlait de la méthode là, au Parti socialiste? Vous voyez, même vous, dans votre question, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un sourire qui en dit long sur ce que vous en pensez. Non, mais c'est une méthode. Mais je vais vous dire, il y a une sorte de tromperie, de supercherie. Les Français qui ont voté pour La République En Marche sur le plan de la promesse de rénovation ont été lourdement trompés. Car en réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la politique à la grand-papa. Et non pas de ce jeune homme qui prétendait tout rénover. Car en réalité, il est le prince, Emmanuel Macron, et M. Castaner est son vassal. Il n'y a rien d'autre qu'une forme de fonctionnement féodal. Et d'ailleurs, j'observe, ça a été peu observé, que le fondateur, c'est les initiales de M. Macron, et En Marche, ça vous le savez, a été nommé et s'était autoproclamé président. C'est plus simple. Avant d'être élu par les Français, eh bien, M. Castaner n'aura droit qu'à un titre, celui de délégué général. Car vous savez qu'en Macronie, il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'un président, eh bien, c'est le président lui-même. Tous les autres... Jupitérien, vous savez, quand vous avez à ce point peur d'affronter dans la formation politique que vous avez créée un vrai suffrage universel direct avec un vote à bulletin secret, c'est un Jupiter au petit pied, pardon de vous le dire. Il a un autre titre aujourd'hui, Christophe Castaner. Est-ce qu'il doit quitter le gouvernement? Et je crois que les Français, d'ailleurs il y a eu beaucoup d'enquêtes d'opinion là-dessus, enfin je n'ai pas que confiance dans les sondages, mais sont fatigués. Et puis encore une fois, la promesse 7 Français sur 10 veulent qu'il quitte le gouvernement. Mais bien sûr, sont fatigués finalement de ce mélange des genres. Vous m'avez posé des questions très précises sur tel ou tel socialiste. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Eh bien, il en va de même pour tous. Et M. Macron n'échappe pas à la règle. Il faut que M. Castaner quitte ses fonctions ministérielles. Ça me paraît tout à fait évident. Merci François Calfon, membre de la direction collégiale du Parti socialiste, d'avoir été notre invité ce matin politique. Merci Oriane Mancini de Public Sénat. Merci Denis Caro qui dirige les rédactions de Nice Matin, Devoir Matin et de Monaco Matin d'avoir été intervieweur ce matin de François Calfon. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci François Calfon. Merci. Voilà, François Calfon quitte ce plateau, vous le voyez d'ailleurs derrière moi, et font leurs entrées pour la deuxième partie de cette matinale d'infos. Les gens qui étaient dans la première partie, Michel Richard, éditorialiste au Midi Libre et au Point. Bonjour Michel, merci d'être revenu. Rebonjour. Et bonjour Luc Laventure, rebonjour. Outre-mer 360, c'est une télévision et un site internet consacré à l'outre-mer que vous dirigez. Merci d'être avec nous. On passe tout de suite à la première partie de l'interview de François Calfon. Elle concernait le tweet de Gérard Filoche, qui a publié ce week-end sur son compte Twitter un tweet antisémite, on peut le dire comme ça. Vous avez entendu la réaction très forte de François Calfon. Vous en pensez quoi, Michel Richard? Il ne pouvait pas faire Erreur autrement. Manifeste, oui. Provocation. Oui, je ne sais même pas si c'est la provocation, mais en tout cas la réaction de François Calfon ne pouvait être que celle-là. Il n'y a pas de discussion. Et aucune explication de la part de M. Filoche, qui dit qu'il n'est pas antisémite, etc., etc. On veut bien le croire, on veut même l'espérer. Mais quoi qu'il en soit, il a fait une énorme connerie. Et un homme politique, surtout habitué comme lui des médias, Dieu sait qu'il en a usé et abusé des médias. Son genre de beauté, c'était toujours la provoque, c'était toujours le radicalisme d'une certaine manière. Bon ben voilà, il a fait cette bêtise, il doit en être tenu pour responsable et pour coupable. Luc Laventure, est-ce qu'il est représentatif d'un courant de pensée au sein du Parti socialiste, Gérard Filoche? Je pense que tout a été déjà dit sur le plateau par notre ami et grand confrère. Il est isolé ou ça fait partie d'un mouvement? Ça fait partie de mouvements, mais dont on voit les résurgences régulières. Mais j'en profite pour pousser un autre cri d'indignation qui nous concerne, en tout cas qui me concerne, moi, descendant africain, descendant des peuples africains, ce qui s'est passé samedi et qui est passé presque sous silence, le fait qu'il y a eu des milliers de gens
manifestant contre ce qui se passe en Libye en ce moment. Et je pense... Autre chose, là. Oui, c'est autre chose, mais c'est quand même une forme de racisme, une forme de retour à des périodes qu'on croyait révolues, des périodes barbares. Et je pense qu'il faut quand même... Esclavagisme, là, bien entendu. Tout à fait. Ce qui se passe en Libye, ça pose plusieurs problèmes. Comment nous allons réagir face à cela, un temps qu'on croyait révolu, 17e, 18e siècle, et puis... que fait l'Europe, pas seulement les chefs d'État africains, pas les chefs d'État subsahariens, mais que fait l'Europe? Parce qu'on a l'impression sous-jacente qu'il y a une forme de complicité entre tout le monde pour créer des zones tampons pour que les migrants n'arrivent pas en Europe. Merci Luc Laventure, c'est dit de votre part. Michel Richard, on part au positionnement du Parti Socialiste, qui avait l'air très complexe ce matin à exprimer pour en tout cas François Calfon, qui est membre quand même de la direction collégiale. Donc il y a un appel qu'il a fait, bien entendu, pour les territoires. Et puis il y a le positionnement du Parti Socialiste avec des ministres socialistes, entre guillemets, qui participent au gouvernement d'Emmanuel Macron, et dont François Calfon pense que on aurait peut-être dû les exclure. Vous avez entendu? Non mais absolument. Mais pour l'écouter dans sa tête, c'est fait. C'est fait. Ils se sont exclus eux-mêmes du mouvement, puisque non c'est les seulement... méthodes des Républicains, ça. Mais complètement. Alors les méthodes sont plus ou moins feutrées, si je puis dire, mais le résultat est en effet le même. Écoutez, tout le monde est embarrassé, on voit bien. Et donc tout le monde... Surtout les noms, Jean-Yves Le Drian, enfin pas des moindres. Mais c'est pas les gens moindres. Qui incarnaient vraiment le Parti Socialiste. Qui faisaient même l'un des rares succès du quinquennat de Hollande et qui sont aujourd'hui cloués au pilori ou bien rejetés comme ça dans les extrémités malsaines du Parti Socialiste. Bon, voilà. Écoutez, chacun essaie de recomposer. C'est une petite tambouille à la petite semaine, tellement le choc a été grand. Il est toujours... Enfin, le séisme, Macron continue d'avoir ses répliques et nous n'en avons pas fini. Juste dire quand même que la dialectique a été parfaite. Je l'ai trouvé personnellement... Vous parlez de François Calfon. Tout à fait. Je l'ai trouvé particulièrement assez bon. François Calfon a lancé un appel des territoires. C'est les raisons de la colère de 150 élus de gauche. C'est une tribune d'ailleurs qui a été publiée dans Marianne vendredi. Vous trouvez qu'il rejoint, il épouse un mouvement qui était déjà latent depuis la conférence des territoires cet été ici, on sentait cette colère. Et vous trouvez qu'il essaie de surfer sur cette vague, au fond? Mais je pense qu'il surfe sur cette vague et il a raison de surfer sur cette vague. Le président de la République va recevoir, je crois, aujourd'hui même plusieurs dizaines de représentants des collectivités locales. Mais je le disais il y a un instant, effectivement, on sent qu'il y a une espèce d'irritation très très grande par rapport au tissu, pas seulement associatif, au tissu des maires, au tissu des collectivités, au tissu des élus, qui représentent véritablement un tampon par rapport à la colère qui gronde partout sur nos territoires, sur le plan national comme... Oui. Il fait de la politique là tout de même, François Calfon, Michel Richard. Il ne fait que cela. Oui, alors, il est vrai que son appel... vient se superposer, si je puis dire, à quelque chose que l'on sent monter depuis longtemps et qui est cette incompréhension, cette inquiétude des maires ou des présidents de conseils régionaux, départementaux, etc., etc. Alors là, évidemment, où il fait de la politique, c'est toujours dans l'outrance, c'est partie du jeu politique, quand il dit qu'Emmanuel Macron déteste les territoires. Laurent Wauquiez disait ça aussi. Oui, mais l'un et l'autre ont tort. Comment on peut... De quel droit peuvent-ils dire qu'ils détestent ça? C'est ridicule. D'autant plus que les mêmes vont l'accuser de faire de la politique. Et s'il fait de la politique, Macron, comment pourrait-il se passer de tous les territoires pour ne se concentrer que sur des grandes métropoles? Il y a là des contradictions qui sont purement politiciennes que... le gouvernement Macron, d'Emmanuel Macron puisse avoir des progrès à faire dans ses relations avec les collectivités locales, c'est tout à fait évident. Qu'ils doivent apporter des tas de clarifications, y compris fiscales, financières, c'est tout à fait évident aussi. Il y a un gros effort à faire de ce point de vue-là. Oui, c'est un problème de discussion. Mais pourquoi dire qu'ils détestent? Bon, voilà, ça c'est l'outrance des politiques. Avec le congrès des maires de France qui s'ouvre, vous y allez dans quelques minutes d'ailleurs. Tout à fait, mais on a l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'est passé avant 81, c'est-à-dire qu'il prépare déjà les municipales, il prépare le terrain, il investit beaucoup sur les collectivités locales de façon à ce qu'il y ait un mouvement de fond qui renverse la table, ce qui reste à prouver.
Alors sur les méthodes des partis politiques, peut-être pour exclure d'ailleurs un certain nombre de ses membres, on vient d'en parler à l'instant, on a interviewé ce matin donc, François Calfon sur ce qui s'est passé à La République En Marche ce week-end, avec à la nomination, l'élection d'un délégué général, on dit nomination entre guillemets, polémique, à main levée. Vous avez entendu la sévérité de François Calfon sur le mode de nomination du nouveau patron de La République En Marche. Voilà. Bon, qu'il doit connaître probablement très bien, puisqu'ils viennent au fond du même monde, de la même naturellement. pensée. Écoutez, puis-je juste rappeler une petite chose, c'est que il n'y a pas si longtemps, un premier secrétaire du Parti socialiste qui s'appelait Harlem Désir. Vous vous souvenez? Et François Hollande était président de la République. Il se trouve qu'Harlem Désir était décrié par l'ensemble du Parti socialiste, François Hollande compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président François Hollande a exfiltré Harlem Désir du premier secrétariat du Parti socialiste pour le nommer ministre des Affaires européennes, c'est-à-dire l'importance qu'il accordait à ces choses-là, et pouvoir laisser la place à M. Cambadélis. Voilà. Découvrir aujourd'hui que le président de la République a un œil, et même un peu plus qu'un œil, sur le patron du parti qui va le défendre. Toute la Ve République a été écoutez, c'est vraiment s'étonner de l'évidence. Luc Laventure là-dessus. Tout à fait, mais je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Tu as totalement raison. Vous partez là maintenant pour le congrès des maires de France, cette première journée consacrée à l'outre-mer. Un tout petit mot pour dire qu'il y a une vraie colère, mais une vraie discussion en même temps. 14 ministres présents cette semaine. D'une part, et Madame Girardin, ministre des Outre-mer, ainsi qu'Édouard Philippe, Premier ministre, disent la chose suivante: il faut que de plus en plus l'administration, les administrations, les politiques au plus haut niveau aient le réflexe d'outre-mer, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parle d'un sujet, il faut effectivement voir la déclinaison au niveau des Outre-mer. Merci. Luc Laventure, vous revenez sur ce plateau évidemment nous parler de ces discussions qui vont s'ouvrir au congrès des maires de France. D'ailleurs, Public Sénat sera très présent dans ce congrès et demain, à la suite de cette matinale, un certain nombre d'émissions spéciales vous seront présentées et elles sont coordonnées par Albert Ripamonti qui dirige les rédactions de Public Sénat. Voilà. Merci Luc Laventure d'Outre-mer 360. On peut retrouver à la fois les articles et les images sur votre site internet consacré à l'outre-mer. Et Michel Richard, vos éditoriaux du lundi notamment, ça s'appelle Tempo dans le midilibre.fr. Aujourd'hui, on passe au Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir sur l'actualité de par le monde avec notre partenaire TV5 Monde et on le regarde ensemble. Ce n'est pas encore un retour gagnant, mais Sébastien Piñera est en très bonne position pour un nouveau mandat. Président du Chili de 2010 à 2014, le candidat de la droite chilienne est crédité de 36,6% des voix. Dans les 4 prochaines semaines, nous aurons à choisir entre le changement et la continuité, l'unité et la division, entre le futur et le passé, le progrès et la stagnation. Un changement qu'il n'aura pas incarné pendant son premier mandat, notamment concernant les dossiers de l'enseignement et de la santé. Le décorum avait l'air d'être prévu pour l'annonce, comme d'ailleurs la mine grave, pour ne pas dire sinistre, des généraux assis à sa droite. Un peu perdu dans ses notes, le vieil homme semblait prononcer là son dernier discours, jusqu'à la dernière phrase. Le congrès doit se tenir dans les prochaines semaines. J'en présiderai les débats qui ne doivent pas être perturbés par des actes susceptibles de le compromettre. Autrement dit, malgré la pression générale dans son pays, Robert Mugabe ne démissionnera pas après 37 ans à la présidence du Zimbabwe. Maintenant, nous devons composer avec les faits. Et les faits sont que nous n'avons pas réussi à conclure avec succès les discussions sur une coalition. Cela signifie que j'informerai ce lundi le président allemand sur la situation et ensuite nous devrons regarder comment avancer. C'est l'une des dernières images du San Juan. Ce sous-marin argentin a disparu des radars mercredi. Situation inquiétante. Où est passé l'équipage ? Au total, 44 personnes sont à bord. Aujourd'hui, l'horizon semble s'éclaircir. Pas d'échange direct, mais des signes de vie attribués aux sous-marins militaires ont été reçus par des bases navales du pays. Nous ne sommes clairement pas en mesure d'établir un contact avec le sous-marin. Nous le recherchons en priorité dans le fond de la mer. À ce niveau, nous avons inspecté 80% de la surface.
Voilà, fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain à la même heure. Bonne journée à tous et à demain.